Enregistrement démarré. Si c'est OK, c'est OK. Donc moi je vais être obligé de faire assez court, mais ça sera sans frustration puisque Yves qui m'a précédé vous a fait vraiment un topo extrêmement complet de ce sujet de l'éolien flottant en mer. Chez nous, ce qui m'intéressait ici, c'était de vous présenter rapidement le contexte et la situation dans laquelle le parc se trouve aujourd'hui. Donc on a une nouvelle technologie, vous l'avez compris. On a un espace qui est le golfe du Lion, donc c'est cette grande façade qui part de Marseille jusqu'à chez nous, avec un plateau qui s'étend vers le large jusqu'à une trentaine de milles nautiques, voire plus. Et donc c'est aussi une zone qui malheureusement pour nous est une zone vantée, donc qui a été identifiée par l'État comme une zone à potentiel éolien. Juste un mot sur le parc, pour le rappeler, son périmètre est quand même très étendu. Il va de la frontière espagnole jusqu'à Leucate et il va jusqu'à à la limite de ces canyons qui entaillent ce plateau continental. Et vous voyez dans la petite fenêtre en haut l'importance du parc à l'échelle de ce golfe du Lion qui représente à peu près un tiers de ce territoire. Donc le parc a été créé en 2011. Il est doté d'un plan de gestion 3 ans après, en 2014. Donc tout ça est quand même assez récent. Et la question du développement de l'éolien arrive très rapidement après, en 2015, puisque l'ADEME prépare le lancement d'un appel à projet dès cette année-là. Donc le parc, on va dire, se met en marche rapidement derrière cette annonce et installe un groupe de travail interne au parc avec donc une mobilisation de toute sa gouvernance qui contient beaucoup d'acteurs concernés, donc aussi bien les scientifiques, mais aussi des socioprofessionnels, les services de l'État et des usagers de tous ordres. Donc ce groupe de travail se met en place avec, dans un premier temps, l'accompagnement à la définition de l'appel d'offres de l'ADEME. Donc, en termes de géographie, en termes de préoccupation, le parc mobilise toute sa connaissance pour accompagner cette démarche, qui, je le rappelle, en Méditerranée, a la particularité d'être pensée par l'État, à cette époque, en 2015, comme une démarche nouvelle en Méditerranée, puisque plutôt un développement industriel nouveau pour toute la Méditerranée, et sur une technologie nouvelle aussi, qui est celle du flottant. Donc l'État décide de lancer 3 pilotes en Méditerranée sur des technologies différentes, donc 3 équipes qui ont été retenues avec des technologies différentes, et des pilotes qui se situent relativement près de la façade, aujourd'hui à une quinzaine de kilomètres, alors que le développement de l'éolien, dans un second temps, sera imaginé plus au large. Donc cette démarche pilote, elle a vraiment vocation, au départ, à permettre aux chercheurs, aux gestionnaires, aux usagers, de pouvoir tester ces nouvelles machines de grande envergure. On a parlé de 10 mégawatts et de quasi 200 mètres de haut, et c'est que le début, puisque la phase commerciale nous amènera plutôt vers des machines de l'ordre de presque 20 mégawatts et 300 mètres de haut. Donc c'est vrai que le travail, il est voulu comme étant un préalable au développement du commercial. Et on va voir que les choses vont malheureusement s'accélérer. Donc les études d'impact, pour prendre l'exemple précis de ces pilotes, pour nous, donc un pilote à l'intérieur du parc, passe par une étude d'impact, comme vous vous en doutez, et un avis conforme, puisque c'est un levier très puissant qui a été accordé au parc naturel marin par délégation de leur établissement mère, qui est à l'époque l'AFB, puis aujourd'hui l'Office français de la biodiversité. Donc cet avis conforme s'appuie sur un principe essentiel qui est l'impact notable. Donc je passe vite sur les technologies puisque Yves en a parlé. Donc la technologie qu'on a chez nous, c'est ces gros flotteurs donc 3 éoliennes aujourd'hui de 10 MW. Le branchement, je le passe aussi, ça a été développé. Par contre, pour appuyer notre impact notable qu'il a fallu démontrer, on a travaillé bien sûr de manière très resserrée, à la fois sur l'état de la connaissance, bien sûr qui a été rappelé par Yves, qui portait surtout sur des territoires extérieurs évidemment à la Méditerranée, mais aussi la connaissance qu'on avait des éléments de biodiversité présents dans ce périmètre, avec une attention particulière évidemment sur des espèces protégées,
potentiellement vulnérables à ce développement. Donc l'avifaune, bien sûr, on a des oiseaux marins dont les populations sont très menacées aujourd'hui. Si on prend le puffin des Baléares, c'est une espèce qui est considérée en danger et qui évolue dans ce périmètre. On a beaucoup de mammifères marins, bien sûr, mais leur impact est moindre, même s'il est important à évaluer. Et puis on avait près de la côte, au niveau de l'atterrage, donc la pose de ce câble sous-marin, la présence d'herbiers, l'herbier de Cimodocée, qui est une herbe marine qui est protégée. Donc toute la dimension écosystème marin, elle a été très soigneusement développée par Yves, donc vous avez maintenant un aperçu assez complet de toutes les précautions que représentait un tel projet et toute la réflexion qui a été menée avec les scientifiques, avec le porteur de projet, bien sûr, qui était autour de la table, et avec qui on a travaillé, on va dire, brique par brique pour essayer de construire un avis conforme qui soit prescriptif et qui permette d'aller dans ce projet avec un maximum de garanties et surtout une multitude de sujets d'observation et d'études, puisque ce projet pilote avait cette vocation première. Donc je passe rapidement, évidemment, les sujets sur lesquels on a travaillé, puisque ça a été développé par Yves beaucoup plus en détail qu'ici, avec toujours cette idée qu'il y a des méthodologies qui étaient existantes, qui vont être déployées, il y a des méthodologies qui vont être adaptées, et puis il y a surtout un gros travail aussi de recherche et de développement par l'utilisation de technologies nouvelles qu'il faut calibrer, comme des radars à oiseaux, des hydrophones en enregistrement continu, des caméras thermiques et un certain nombre de choses sur lesquelles il y a vraiment un très gros travail de R&D qui va prendre du temps, et donc le calendrier va être très important pour nous, de manière à capitaliser ces connaissances pour la suite, c'est-à-dire l'éolien commercial. L'avis conforme, je passe très vite, il a été produit en 2018 pour cette ferme pilote, et il a été conclu par un avis favorable, moyennant évidemment toutes les prescriptions que le parc a pu imposer via cet avis conforme qui, comme son nom l'indique, ne laisse pas le choix aux porteurs de projet ni à l'État, et qui doit donc transposer ces recommandations, ces prescriptions dans l'arrêté d'autorisation de travaux. Donc cette compétence, elle a été, c'est un petit détail mais qui est important. En 2018, le parc avait cette compétence déléguée, et à partir de 2018, et puis sur d'autres projets aussi dans des parcs marins, la question s'est posée à partir de quand cet avis conforme peut être laissé entre guillemets, entre les mains d'un conseil de gestion local, territorial. Et donc là, l'État a retenu le principe que dépasser un certain seuil d'ambition et de taille de projet, qui est déterminé par le moment où l'État mobilise la Commission nationale de débat public, là, on transfère cette compétence d'avis conforme, qui revient entre les mains du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Donc, ce qu'on a devant nous pour les parcs industriels, passera donc par ce double traitement qui sera une instruction technique détaillée, approfondie, avec un avis circonstancié du conseil de gestion du parc, mais qui n'aura pas le dernier mot, puisque c'est le conseil de gestion qui aura ce dernier mot, ce conseil d'administration centrale de l'OFB qui aura le dernier mot pour produire cet avis conforme. Donc on est passé de cette phase de pilote qui devait être le préalable à la mise en œuvre du commercial, et qui était conditionné même au développement de l'étape commerciale. Et finalement, l'État engagé dans l'accélération de cette transition, Yves l'a souligné, c'est une course contre la montre. Il y a énormément aussi d'enjeux industriels, de compétitivité, le positionnement de la France, le respect des engagements dans des délais courts et contraints, qui fait que l'État donc a souhaité accélérer le processus et donc passer outre, on va dire, le principe initial qui était d'avoir des pilotes, les faire fonctionner pendant au moins 3 ans, capitaliser sur ce qu'ils auraient produit et seulement ensuite déployer l'éolien sur cette façade. La planification, finalement, donc c'est faite en accéléré, avec quand même 2 précautions que l'État a posées. La première, c'était une mobilisation du territoire et du public autour de commissions nationales de débat public
Et en Méditerranée, on en a eu 2 successivement. Une première en 2021 pour la mise en place de la première ferme, enfin des 2 premières fermes commerciales de cette façade, donc de 250 MW chacune, suivi de 500 MW, et on va le voir sur la carte qui suit, qui sont rattachés à ces 250 premiers mégawatts. Donc là aussi, c'est les appels à projet numéro 6 et numéro 9. Le numéro 6 a été attribué. Le 9 est en cours d'attribution. Si tout se passe bien, il devrait être attribué d'ici la fin de l'année. Et puis, une deuxième commission nationale de débat public qui s'établit en 2023-24 sur la planification maritime à plus grande échelle, sur toute la façade et surtout à plus long terme, avec une échéance courte et une échéance long terme. C'est une très grosse campagne nationale qui a été menée, puisque les 3 façades françaises étaient concernées par cette discussion sur la planification maritime, la mer en débat, et une particularité qui joignait à la fois le développement industriel de l'éolien et la perspective de zones de protection fortes qui étaient clairement dissociées, puisque l'État avait considéré, heureusement, que zones de protection forte et éoliennes n'étaient pas, évidemment, superposables. Donc, les 2 démarches ont été menées en parallèle pour accoucher d'une planification maritime. Le deuxième outil qui a été mobilisé par l'État pour justement permettre cette accélération, c'est la création d'un observatoire éolien, c'est comme ça qu'il a été dénommé, qui a été doté de financements importants, 50 millions d'euros sur 3 ans, et qui avait vocation à permettre à la connaissance de s'enrichir et d'affiner les besoins de connaissances au large, puisqu'on est sur un développement éolien au large qui, comme par hasard, sont les zones les moins connues, vu l'accessibilité et disons, les enjeux moindres à l'époque qu'il pouvait y avoir dans ces périmètres. Donc l'État a vraiment choisi d'investir lui-même sur la connaissance pour permettre de mettre ça à disposition dans un porté à connaissance aux industriels qui allaient se positionner sur ces appels d'offres, de manière à gagner du temps et s'assurer justement que cette connaissance soit bien intégrée dans le portage des projets, dans les études d'impact qui vont venir. Donc 33 projets, 2 gros dossiers là, dont j'ai mentionné ici, en Méditerranée, un qui s'appelle Migralion, dont on attend les résultats de manière imminente. Ils sont en cours de présentation et de discussion au niveau de l'État et des scientifiques. Mais c'est des données qui devraient être très prochainement partagées, qui montreront, on va dire, à quel point cette façade est concernée, bien sûr, par les oiseaux marins qui évoluent à l'intérieur selon leur saison de reproduction en particulier, mais aussi un couloir de migration qui emprunte malheureusement souvent la mer. Les 5 phases de la planification, vous les avez sous les yeux ici, comme ça vous comprendrez bien de quoi on parle. Vous avez ici, donc, là, je ne m'éloigne pas trop du micro. La première étape, c'est ces fameux pilotes, et donc il y en a 3. Vous les avez ici, dont celui qui se situe dans le parc. Vous voyez qu'ils sont proches de la côte, donc chacun d'une trentaine de mégawatts environ. Le premier qui est en service, c'est celui de Fos-sur-Mer, et les 2 autres devraient arriver à peu près en même temps, réceptionnés courant de l'année. La deuxième étape, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'AO6 et l'AO9. Donc, c'est ces 2 appels d'offres reliés, quoi. Le premier, c'est l'AO6, donc c'est 250 MW sur 2 sites au large. Vous voyez que ça se situe à la limite du parc. Et puis, les fameux 500 MW qui suivent, et donc qui, bien sûr, sont intimement liés, puisque dans le même périmètre. Donc, il est important que le premier lauréat de l'AO6 puisse connaître l'implantation globale du projet qui allait suivre, puisque les 2 seront branchés sur le même câble. Et vient donc la mer en débat avec cette discussion sur et la suite. Et donc la suite, c'était essayer de trouver sur cette façade 5 gigawatts
donc avec un horizon à court terme et un horizon à plus long terme. Donc le court terme, c'est les fameux 2 gigawatts que vous voyez ici, donc 2 fermes, une de 2 gigawatts proche à cheval sur le parc, et une seconde qui sera donc au large de 7. Ces 2 fermes à elles seules donc, représentent environ 3 gigawatts. Et elles seront les 2 branchées sur un câble qui ira jusqu'à Fos-sur-Mer, puisque c'est le seul endroit qui est en capacité de recevoir cette énergie massive qui va être déversée sur les réseaux. Hop. Et le plus long terme, et c'est là que les choses se compliquent pour nous, vous voyez déjà que le parc au nord est déjà quand même assez concerné. Et malheureusement pour nous, le centre du parc concentre un potentiel éolien important et donc a été retenu sur du long terme, donc horizon 2050, pour le développement d'1,2 gigawatt supplémentaire qui se situerait là au cœur du parc. Et là, vous imaginez facilement ce que ça pose comme question au parc. Un dernier mot pour vous donner quelques actualités sur tout ça, c'est la mise en service de la ferme pilote. Donc là, vous voyez une photo qui a été prise à Port-la-Nouvelle du flotteur, du premier flotteur qui est arrivé avec donc le mât qui a été installé. Et donc la première éolienne qui a été assemblée se situe actuellement au fond du port de Port-la-Nouvelle en attente. La seconde vient d'arriver, va être montée, et donc la mise à l'eau, enfin l'ensemble on va dire, du montage de l'éolienne jusqu'à la pose des pales est prévu à Port-la-Nouvelle. Ensuite, ils sont remorqués jusque sur le site où les ancres sont déjà installées et donc attendent donc leurs éoliennes flottantes. Et tout ça devrait intervenir mi-juillet pour ce grand premier festival d'éoliennes au large du parc. Ocean Wind, donc c'est le nom du groupement, donc qui a réuni un gros opérateur qu'on connaît bien, qui est Engie, avec qui on a beaucoup travaillé, et qui a, pour nous, c'est une chance, été retenu pour la O6, et donc avec qui on va déjà engager les discussions au travers de la relance de notre GT pour discuter du développement de ce premier parc commercial. L'AO9, comme je vous le disais, est en cours. Et puis, comme je le rappelais à l'instant, le GT éolien qui va être lancé. En conclusion, vous avez évidemment pas mal de choses qui vous viennent à l'esprit quand je termine cette présentation. La première, c'est bien sûr que, vu qu'on a mis ce grand coup d'accélérateur, c'est un pari que l'État a fait sur l'idée que ces éoliennes allaient être compatibles avec les enjeux environnementaux au moins, sur cette façade. Donc on croise les doigts que ça soit le cas et que donc le retour d'expérience de ces pilotes conforte cette idée et que les mesures qui sortiront de cette phase d'expérimentation soient utilisées à bon escient dans la phase commerciale. La deuxième, c'est bien sûr les études environnementales donc je le rappelais, sont là, sont en train d'être réceptionnées, en tout cas certaines d'entre elles, et puis ce débat public qui a permis, jusque là où c'était possible, de mobiliser le public au sens large sur cette façade. Les préoccupations du parc, elles sont simples, donc c'est le retour d'expérience, ce que je disais à l'instant. Donc on va être très attentif et on est vraiment en contact permanent avec le porteur de projet de ce pilote pour capitaliser sur cette expérience. On a à réfléchir aux futurs avis conformes qui vont arriver avec ces fermes commerciales et donc une articulation, comme je le disais, nécessaire entre notre gouvernance locale, le conseil d'administration de l'OFB. On a une énorme question qui est là, ça a été soulevé par Yves dans sa présentation, c'est la gestion halieutique. Halieutique, c'est les poissons d'intérêt commerciaux. Ces poissons, ils sont présents dans ces périmètres, évidemment, et aujourd'hui, il va y avoir un réel bouleversement, vu l'échelle de ces parcs commerciaux, dans les équilibres présents au large. Et donc, on ne sait pas en réalité quelle vont être la hauteur de ces changements. On sait qu'il va y en avoir. Et donc, il va falloir les surveiller de très près pour voir justement comment à la fois ces changements vont opérer sur ces grands équilibres au large,
comment les chaînes alimentaires vont s'adapter, comment la géographie, la mobilité des poissons, parce qu'il y a des poissons migrateurs qui se baladent au milieu, les thons, hein, et de se dire que là-dessus, les pêcheurs, eux, ils ont une attente claire, c'est de pouvoir utiliser et accéder à ces ressources demain. Donc dès aujourd'hui, ils réfléchissent, et tant mieux, à comment pêcher demain dans ces éoliennes. Nous, on s'interroge à comment le milieu va réagir et comment on adaptera cette pêche de manière à ce qu'elle soit durable et qu'elle soit très prudente dans le développement de ces pratiques pour qu'elle ne mette pas en danger, on va dire, des ressources halieutiques qui sont déjà très fragiles aujourd'hui. On a parlé des espèces exotiques envahissantes. Il y aura une attention bien sûr particulière là-dessus, mais plus beaucoup d'autres effets, dont celui du changement climatique qui va lui aussi accompagner, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui aussi, des changements assez profonds d'équilibre qui vont s'ajouter à ceux provoqués par ces équipements. Et enfin, bien sûr, le fameux gigawatt, 2 en plein cœur de parc pour 2050, là, c'est pas encore fait, c'est dans la planification à long terme, donc il reste encore beaucoup de points d'interrogation et donc on sera extrêmement vigilant pour nous sur le devenir de cette perspective, avec là aussi une vraie interrogation qui se pose pour notre conseil de gestion, qui est de dire, bon, bah, ok, le parc accueille et déploie des politiques publiques, de transition énergétique. On a vu à quel point, vous êtes tous conscients, ces enjeux de transition sont majeurs, mais on est au milieu d'une aire marine protégée, et donc quid des enjeux de protection face à cette transition. Et donc là, on a vraiment un dilemme posé, donc il faut énormément de précautions par rapport à ça, et je terminerai là-dessus. Merci à tous pour votre attention.